Oui, oui, autre jour, autre tasse à café. Alors, semaine chargée, je vous ai déjà remercié, allez, faisons-le deux fois. Je remercie toutes les rencontres qui sont advenues cette semaine, qui ont été fructueuses, enrichissantes, je l'espère, des deux côtés. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de profiter d'un... Vous savez ce que c'est, vous savez ce que les philosophes allemand désigné par le Gestzeit ou le Zeitgeist, l'esprit du temps, c'est-à-dire la conjonction dans le temps de plusieurs pensées qui s'unissent, qui se réunissent, qui se ressemblent, hein. Vous savez, on a envie de parler de quelque chose et puis survient un événement qui est justement l'occasion d'illustrer ce qu'on avait sur le bout de la langue, ce qui était sur la rampe de lancement, à ne pas confondre avec le syncrétisme qui est là, au contraire, quand ce sont des thèses antagonistes ou supposées antagonistes qui se complètent. Donc j'avais sur le bout de la langue une analyse du rôle du père dans la construction socio-affective des enfants. Et alors d'ailleurs c'est le thème d'un de mes séminaires de cette année, c'est pour ceux d'entre vous qui s'apprêtent ou qui ont des enfants, quels sont selon moi, de façon purement subjective, mais une subjectivité quand même pensée, construite, les... Comment dire, qu'est-ce qu'il faudrait leur apprendre de plus important, de plus structurant, de plus essentiel pour eux, sans que cela ressemble à des homélies, hein, on n'est pas à la messe. Donc, l'occasion m'est donnée de vous parler du rôle du père et plutôt de la nécessaire émancipation de la tutelle paternelle par la campagne médiatique autour du livre, autour de la biographie de Jean-Marie Le Pen, dont j'ai vu quelques extraits comme ça sur Internet par le jeu des recommandations YouTube. Alors, mais avant cela, on me demande souvent, vous savez, comme il disait dans Top Gear à la bonne époque, il disait nous avons reçu énormément de lettres, deux. Donc là, c'est plus de deux. On m'a demandé à une petite dizaine de reprises au cours des mois écoulés ce que je lisais en ce moment. Alors peut-être prend-on, c'est peut-être les lunettes ou je ne sais pas. On me prend à tort pour un grand lecteur. Je ne suis qu'un lecteur moyen quantitativement. Un grand lecteur, c'est Michel Drac, par exemple, à qui on passe le bonjour. On me demande ce que je lis en ce moment, et oui, je ne fais pas une fiche de lecture de tous les livres. Je ne fais que 6, 7, 8 fiches de lecture par an. Je ne fais pas une fiche de lecture, évidemment, de tous les ouvrages que je termine. Alors, je lis en ce moment La Cité des femmes de Stéphane Liberski, qui est une plongée en... Je ne vais pas faire la mise au point à chaque fois parce que c'est très galère. Ensuite, je ne sais jamais plus si je suis net ou pas, donc tant pis. Vous verrez un peu flou le titre des livres. Donc, La Cité des femmes de Stéphane Liberski, qui est une plongée en apnée dans la Rome des années 60 et dans l'entourage du célèbre metteur en scène Fellini, et qui figure comme, enfin j'allais dire qui feature, qui donne une part, qui donne un rôle, qui distribue, qui distribue un rôle à mon auteur préféré, Moravia, qui fait figure comme ça de protagoniste un petit peu externe. Qu'est-ce que je lis également? Ben, je ne fais que répondre à vos questions. Si vous ne voulez pas savoir ce que je lis, ben, vous avez qu'à le dire. Dites-le moi en commentaire ci-dessous. Je lis également, je viens de terminer dans l'avion hier, 6 nouvelles érotiques de Jacques Drillon, qui s'est montré un peu plus décevant que Stéphane Liberski, malgré quelques, comme ça, saillies de bon goût, comme il tremblait comme un reflet. Voilà, quelques petites... c'est pas une allitération, c'est pas une métaphore, c'est pas une assonance, c'est pas une oxymore, c'est une... oui, c'est une métaphore, voilà. Et je lis également Histoire des festins insolites et de la goinfrerie d'un certain Romy aux éditions Artulan ou Artulaine, qui n'est pas sans rappeler le dictionnaire des anecdotes littéraires que je vous avais conseillé en séminaire il y a plusieurs années. Autant de façons de réifier un peu la littérature, hein, de passer de lettres couchées à lettres debout. Hein, vous savez, je m'apprête peut-être. Il faudrait que je vous fasse un jour un contenu sur la lecture, parce que plusieurs d'entre vous éprouvent beaucoup de difficultés à terminer un livre. Et je pense que c'est avant tout une question. On ne vous a pas appris à lire, en fait, on vous a appris à déchiffrer, mais on ne vous a pas appris à lire, ce qui demande une posture, ce qui demande un timing,
ce qui demande un stylo, ce qui demande un papier, ce qui demande d'écrire, ce qui demande de structurer sa pensée. Bref, donc faire passer évidemment le monde du livre, le monde des êtres couchés à celui des gens debout, des idées debout, mettre ces idées debout. C'est ce que vous propose ces histoires insolites, ces anecdotes insolites tirées de l'histoire avec un grand H française autour de la table. Et c'est également ce que vous propose le dictionnaire des anecdotes littéraires dont je vous parlerai une autre fois. Alors, j'ai répondu, j'ai fait mon devoir. Entrons dans le vif de cette vidéo, non sans vous avoir rappelé que si vous me découvrez à l'instant et ne savez pas encore ce que je fais, c'est le moment de regarder dans le coin ma vidéo de présentation. Vous n'êtes que 30 ou 40 000 à l'avoir vue pour l'instant. Donc si vous me découvrez, vous vous dites mais qu'est-ce qui nous veut? Cliquez dans le coin pour découvrir ce que je fais. Et si vous me connaissez déjà, mais que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors c'est le moment parce que là, avec l'agression, pourrait-on dire, enfin la coalition contre moi qui s'opère dans les médias, hein, on a besoin d'adhésion et de cohésion. Cohésion et adhésion sont les deux maîtres mots par lesquels nous allons répondre à cette agression en titre. Alors, donc le rôle du père. Alors oui, j'entendais sur divers plateaux l'ex-ennemi public numéro 1, l'ex-dissident en chef, désormais légèrement assagi, plutôt... Alors, on peut se demander par l'âge ou par les condamnations. Selon moi, c'est plutôt par les condamnations qu'il s'est assagi, si on sait lire entre les lignes. On l'entendait donc, petite mise au point pour être sûr d'être net avec mon grand âge, et j'ai besoin de mes lunettes pour voir l'écran. Donc on l'entendait dire que son passage, sa transition, comme dirait l'analyse transactionnelle d'Éric Berne, je crois, son passage homme-enfant à homme-homme ne s'est pas fait, contrairement à beaucoup de femmes qui pensent devenir adultes en devenant mère, ne s'est pas fait donc en devenant père. Ce n'est pas la naissance de Marine qui a fait de lui un homme, ce n'est pas son statut le statut de père n'a pas précédé celui d'homme, c'est le décès de son propre père à 14 ans, marin-pêcheur explosé apparemment sur une bombe, si j'ai bien compris, qui a fait de lui, c'est le moment où il s'est senti homme et où il a dû assumer une certaine charge apparemment familiale, une certaine responsabilité. Alors je ne sais pas si elle était économique, sécuritaire, psychologique. En tout cas, c'est le moment où il a décuplé, doublé, triplé, décuplé ses forces. Et j'avais envie de rebondir, comme disent les journalistes de France Inter, sur cela. J'ai remarqué, vous savez, vous connaissez ma passion pour les récurrences, j'ai remarqué qu'un certain nombre de ces hommes de foi, de courage, un certain nombre de ces résistants idéologiques, un certain nombre de ceux qui résistent à l'appel de la pensée, à l'appel séducteur de la pensée unique, hein, ceux qui, dirait La Fontaine, sont plus loups que chiens, ont en commun la récurrence de s'être émancipés de la tutelle de papa. Alors nous y reviendrons dans la vidéo où je répondrai au Collège des sociologues de France, à l'Association française de sociologie, qui m'enjoint, voire qui m'ordonnerait, si elle le pouvait, si elle se pense ordre des médecins et elle pense pouvoir m'ordonner des choses. Elle ne peut rien m'ordonner. En tout cas, elle m'enjoint, à défaut, à leur soumettre mes travaux, ce qui, dans leur système de représentation, sous-entend soumets-toi, soumets-nous nos travaux, afin que l'on te désavoue et afin qu'on ne te parraine pas. Donc, j'ai répondu à une journaliste d'Arrêt sur Image, qui n'est pas au chômage d'ailleurs, celle-ci non plus, je vous en montrerai quelques extraits, et elle a dupliqué, elle a copié, elle a repris mon texte, au moins comme ça il n'est pas déformé, on ne peut pas lui enlever ça, en disant Stéphane Edouard refuse de s'émanciper de la tutelle de papa. Et donc, effectivement, il faut, pour comprendre la résilience de certains acteurs, généralement chercher, et vous savez pourtant que je ne tombe pas je résiste beaucoup à la doctrine psychologisante, je ne vais pas chercher la cause de tout, le déterminisme de tout dans l'éducation. Néanmoins, il y a une récurrence qu'il ne faut pas nier, il ne faut pas être homme de système, hein. Il ne faut pas nier la récurrence qui est que les gens qui portent leurs couilles sont généralement des gens qui ont dit merde à papa, assez tôt. Alors,
dans une vidéo, on va dire, parallèle, que vous pourrez trouver également dans le lien, j'ai expliqué le rôle de la femme fatale et de ceux dont la mère n'a pas eu l'égoïsme, n'a pas fait preuve de l'égoïsme sacrificiel consistant à les abandonner au monde. Vous savez que j'ai expliqué que l'égoïsme sacrificiel d'une femme était d'abandonner son fils 3 fois afin qu'il fût plus fort. On l'abandonne à la naissance quand il sort de soi, on l'abandonne en le chassant entre guillemets gentiment de la maison et on l'abandonne en quittant cette terre. Et que quelqu'un qui a été un homme notamment qui a été trop couvert par sa mère, allait prendre la gifle de réalisme de la vie par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une femme fatale. Une femme fatale étant une femme très F et qui s'est arrogé la mission de châtier les hommes trop naïfs à l'égard du sexe dit faible. Et de la même façon, j'ai remarqué que les hommes voilà, encore une fois, je ne sais pas comment les définir, mais en tout cas, ceux qui portent leurs couilles assez haut, ont presque toujours dans leur parcours, quand on en lit des biographies sincères, pas trop hagiographiques, d'avoir dit merde à papa, c'est-à-dire, pour ce qui concerne Bibi, puisque c'est de moi que je parle, mon père m'a abandonné déjà 3 fois avant d'être mort, j'ai déjà un cran d'avance, parce que normalement on arrive à 3 à la fin. Moi j'ai déjà un cran d'avance, puisqu'il m'a abandonné en se cassant de la maison pour une femme plus jeune. Bon, ce qui peut se débattre. Vous savez, j'ai cette tendance monterlanesque à toujours comprendre la position de mes opposants. J'ai une force d'empathie qui me fait dire que sans doute à leur place j'aurais fait la même chose. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, premier. Le second, en ne m'aidant pas à me loger sur Paris au début des années 2000, en refusant de se porter caution, et donc en m'excluant de la plupart des logements où on demandait la caution des 2 parents. Et une troisième fois, à 25 ans, en m'appelant à 20h le soir de mon anniversaire, en disant, bon, écoute, maintenant tu es grand, donc ne compte plus sur moi pour rien, démerde-toi et bonne soirée. Voilà. Donc, alors il s'en est repenti, 14 ans, 13 ans plus tard, il s'en est repenti un petit peu, il est revenu la queue entre les jambes avec une carte postale et des paroles un peu laudatives sur mon activité, etc. Ben oui, mais enfin bon, on réglera ça plus tard. Mais néanmoins, j'en suis presque reconnaissant d'une certaine façon d'avoir connu l'effacement. Alors je ne dirais pas abandon, parce que dans l'abandon, on sent, on devine, on lit une certaine forme de remords, de remontrance, de vengeance. Je n'ai aucune vengeance, ni remords, ni rien, mais il faut, pour faire grossir sa paire de couilles, je pense qu'il faut que papa se soit effacé et que l'on ait, par la force des choses, que l'on soit confronté à la nécessité de se débrouiller sans lui.